je suis la responsable du groupe pour les professionnels sur Facebook, qui est appelé Parental Burnout for Professional Only. Donc, il y a plusieurs groupes, certains pour les parents et certains pour les professionnels. Je vais vous demander juste de vous mettre en mute quand vous arrivez, si possible, juste au cas où que on vous entende. Et donc, par rapport à ce groupe qui marche super bien, donc maintenant, je crois qu'on a 450 membres. On a eu la joie d'avoir Isabelle déjà en interview et Moira s'est proposée aussi à en faire une. Donc, on les continue en français, mais j'espère qu'on en aura en anglais dans quelques temps avec nos accents français et belges. Et du coup, on a quelques questions. Donc, le but de ces interviews, c'est pas d'expliquer ce que c'est la formation ou le parental burnout, c'est vraiment d'aller un peu plus loin pour ceux qui sont déjà formés. Et donc, d'avoir les questions directement de vous pour les donner à tous les professionnels. Parce que j'ai 8 questions qui m'ont été envoyées, donc on va commencer avec celle-là. Si vous voulez envoyer des questions, comme je disais, vous pouvez le faire directement dans le chat. Donc, Moira pourra voir les commentaires du chat après coup. Et moi, j'essaierai de regarder pour les questions. Normalement, ça devrait aller. Ça ne doit pas être très compliqué, mais je demanderai des questions à Moira pendant l'entretien. Donc, je pense que je n'ai pas spécialement besoin de présenter Moira, mais bien évidemment, si Moira, tu veux dire quelque chose avant que l'on commence, je te laisse la parole. Non, je suis professeure à l'UC Louvain en Belgique et j'étudie depuis quelques années le burn-out parental. C'est presque une présentation un petit peu humble. Bon, d'accord. J'aurais plutôt dit la fondatrice du Training Institute de Parental Burnout et puis une grande chercheuse dans le Parental Burnout. Et surtout, pour moi, un modèle pour m'aider à aider plus les parents dans ce changement qui est de passer, qui est de la difficulté d'être parent à un petit peu plus de souplesse dans leur vie. Et donc, du coup, on va commencer directement avec la première question. Donc, c'est sur quel projet travaillez-vous en ce moment par rapport au burn-out parental? Oui, alors, vous savez, Hélène, qu'on est une équipe de recherche un petit peu hyperactive, là. Donc, je ne peux pas tout détailler dans le sens où on a toujours en même temps 10-15 études qui tournent. Mais je vais peut-être citer les 3 projets sur lesquels j'ai travaillé le plus récemment. Donc, le premier, c'est un projet qu'on mène avec une nouvelle doctorante qui s'appelle Alice Chitek et qui va étudier en fait tous les facteurs, alors ça va être un peu technique, mais je vais expliquer, qui viennent moduler la relation entre le burn-out parental d'un côté et la négligence et la violence. Donc, il y a beaucoup d'études qui montrent que le fait d'être en burn-out augmente vraiment de manière très importante le risque de négliger ou de violenter ses enfants, même chez des parents qui ne sont pas violents ou négligents au départ, et même chez des parents qui sont philosophiquement opposés à la violence. Donc c'est évidemment une relation qui est assez préoccupante, mais qui en même temps, même si elle est très forte au niveau statistique, elle ne s'observe pas chez tous les parents en burn-out. Et donc il y a nécessairement des facteurs qui viennent faire tampon entre le burn-out parental et puis la négligence et la violence. Et cela nous intéresse de pouvoir comprendre quels sont ces facteurs. Il y a plein d'hypothèses possibles, bien sûr la qualité de la relation parent-enfant, des mécanismes plus cognitifs, qui est la capacité inhibitrice au départ des parents, enfin il y a plein de facteurs. Et donc ça, c'est vraiment une étude qui va être lancée incessamment et qui va fournir, je pense, des connaissances très intéressantes pour les psychologues cliniciens parce que quelque chose qui nous revient souvent, c'est le stress en fait de certains psychologues cliniciens qui prennent en charge des parents en burn-out, de ne pas savoir au fond à quel point le parent est ou non à risque de négliger ou de violenter ses enfants. Si le parent n'amène pas ça en consultation, évidemment, on ne le sait pas. Et là, le pouvoir avoir une idée plus précise de tous ces facteurs qui soit augmentent le risque ou soit le diminuent, chez les parents en burn-out, ça sera vraiment important. Donc, suite dans quelques mois, quand on aura les réponses. Ah oui, ça sera hyper intéressant, oui.
Alors, un deuxième projet sur lequel je travaille actuellement avec une future doctorante qui s'appelle Colleen McIlls, c'est tout l'impact du burn-out parental sur le corps. Donc, vous savez qu'une étude menée par notre précédente doctorante, Maria-Elena Brianda, avait montré que le burn-out parental augmente très, très, très fort les sécrétions de cortisol. Si vous vous souvenez, je peux d'ailleurs partager l'écran pour ceux qui ne sont pas au courant de cette étude. Ah non, je ne sais pas partager l'écran, mais juste pour, sauf si vous me donnez l'autorisation. Je vais essayer. Mais c'est vrai que les taux de cortisol, donc c'est l'hormone du stress, chez les parents en burn-out sont absolument préoccupants. Ils sont préoccupants pour deux raisons. La première, donc ici, si je refais un petit essai, voilà, mon desktop partagé. Alors, on avait ici, voilà. Je ne sais pas si vous voyez ici ce graphe sur le cortisol. Voilà. Donc, vous voyez que, bon, être parent, c'est stressant puisque un parent a un niveau de cortisol plus élevé que des étudiants qui ont vécu du stress. Mais vous voyez que les parents en burn-out, ils ont des niveaux de cortisol 2 fois plus élevés que celui d'un parent témoin. Et ces niveaux sont eux-mêmes plus élevés que ce qu'on retrouve dans toute une série d'autres populations chroniquement stressées, par exemple les patients qui souffrent de douleurs chroniques sévères, etc. Et vous voyez que ce niveau de cortisol des parents burn-out, il est au-delà de 75, qui est le seuil à partir duquel le cortisol devient délétère pour la santé. Vous voyez que c'est aussi le cas des patients qui souffrent de douleurs chroniques sévères, c'est aussi le cas des victimes de violences conjugales, etc. Et donc, en fait, sur base de ces taux-là, eh bien, on peut en réalité prédire, parce que le cortisol, il exerce lui-même toute une série d'effets sur toute une série d'organes, et notamment, entre autres, sur le métabolisme. Et donc, en fait, il y a de bonnes raisons de penser qu'avec ces taux-là de cortisol, on va avoir, à un moment donné, des troubles métaboliques chez les parents en burn-out qui peuvent conduire soit à un amaigrissement important en fonction de l'interaction avec d'autres facteurs, soit à une prise de poids. Et donc voilà, avec un de mes collègues, médecin, Nicolas Tagedine, qui est très intéressé par les troubles métaboliques, on va mener une large étude sur ces questions-là. Et donc, on pourra vous en dire plus aussi dans quelques mois sur l'impact du burn-out parental sur le corps, au-delà du cortisol, parce qu'on va mesurer vraiment toute une panoplie d'indicateurs physiologiques liés à vraiment plein de choses. Je peux en dire plus si ça intéresse certains. Et alors, le troisième projet sur lequel on travaille avec un collègue qui s'appelle Serge Dupont, c'est tout un projet pour essayer de comprendre, et on y reviendra en réponse à une autre question, le rôle en fait que l'évolution dans les représentations de l'enfant joue dans la pression qui s'exerce aujourd'hui sur les parents. Donc, si on compare, je peux en dire plus si ça intéresse, mais on voit qu'il y a 130 ans, l'enfant n'était rien, et aujourd'hui, il y a ce qu'on pourrait appeler un véritable culte de l'enfant. Et en conséquence, la pression qui pèse sur les parents a juste explosé. Et ça nous a beaucoup intéressé de revenir en fait et de retracer toute l'histoire de cette évolution, ce qu'on a fait dans un article qui va bientôt paraître. Ah, voilà, super. c'est 3 projets parmi d'autres. Ok. Il y a aussi un bouquin de Robin Grill. Je ne sais pas si j'en avais parlé avec toi, Maura. C'est vrai qu'il y avait un bouquin de Robin Grill qui part sur la parentalité depuis l'Antiquité. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, mais c'est un peu long et un petit peu dur pour les psychologues, pas pour les chercheurs. Et il est pas mal aussi pour comprendre ça. Il vient juste d'être traduit en français. Il était en anglais et il vient d'être traduit en français. Mais oui, et alors, j'entends que tu travailles avec des hommes et des femmes. Est-ce qu'il y a des différences entre les chercheurs hommes-femmes par rapport à la recherche qu'ils font sur le burn-out parental ou pas spécialement? C'est vraiment une question intéressante que je ne me suis jamais posée. Je n'ai pas envie de tomber dans le stéréotype de dire que les chercheurs hommes sont plus intéressés par les aspects neurobiologiques et cognitifs. Donc, il me faudrait pour ça faire une étude représentative de tous nos collaborateurs parce que je pense que ce n'est pas tout à fait exact. Mais il y a quand même un peu de ça. Je vois définitivement dans le groupe, on est une grande majorité de femmes et à chaque fois qu'il y a un homme, j'essaie vraiment de lui dire on a besoin de plus d'hommes. Mais c'est vrai que le groupe est très, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes.
Oui, et il y a plus de chercheuses femmes aussi. Hein. Ok, ok. Du coup, je continue avec la question sur les recherches. Je vais commencer avec celle-là. Est-ce qu'il y a des recherches qui lient le burn-out parental et l'épigénétique? Pas pour le moment. Pas pour le moment, malheureusement, mais c'est quelque chose qui devrait bientôt arriver, à mon avis. Pourquoi? Parce que justement, dans la recherche dont je vous parlais précédemment, une des choses qu'on va regarder parmi les différents indicateurs physiologiques, c'est le stress oxydatif. Et le stress oxydatif, c'est vraiment au niveau génétique, il vient mutiler quelque part l'ADN et donc il va provoquer des modifications épigénétique et toute une série d'autres, et potentiellement toute une série d'autres choses. Et donc, je suis à peu près certaine qu'en fait, si on montrait un impact du burn-out parental sur le stress oxydatif et les mutilations de l'ADN, ça stimulerait tout un pan de recherche sur burn-out parental et épigénétique. Donc, il n'y a pas encore, mais à mon avis, ça sera pour bientôt. Ok. Bon, ça sera intéressant à savoir. Une autre question qui était d'une autre personne. Quelle a été la dernière trouvaille scientifique sur le burn-out parental qui vous a le plus marqué? Alors, c'est très subjectif parce que en réalité, tous les résultats de recherche voilà, sont intéressants, nous nourrissent. Il y a deux résultats qui m'ont récemment le plus marqué. C'est évidemment l'ampleur de l'effet du burn-out parental sur le corps. Ça, on s'attendait à un effet, mais pas, pour être honnête, à ces niveaux de cortisol-là, même si après coup, c'est compréhensible. Donc ça, c'est un effet qui m'a fort marqué. Un autre effet qui récemment m'a fort interpellée, c'est en fait, on a mené une étude avec notre doctorant Gauchaline sur pour essayer de voir un peu toutes les sources de pression, la pression qui vient du conjoint, la pression qui vient des médias, la pression qui vient d'école, la pression qu'on se met à soi-même, etc. Donc, une panoplie de pression, de sources de pression différentes. Et en fait, la source de pression la plus importante et de loin, c'était la pression qu'on se met à soi-même en raison de sa propre histoire personnelle, de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant. Et donc, clairement, toute une série de parents ont envie d'être les parents qu'ils auraient voulu avoir et qu'ils n'ont pas eu. Et donc, ils se mettent une pression pas possible pour être ce parent parfait. Et c'est là que c'est triste, évidemment, parce qu'on ne veut pas... et souvent, ces parents-là, on va retrouver évidemment une histoire de négligence, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique ou autre, ou une histoire de violence, de nouveau, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Et puis, ils veulent tellement être super qu'ils courent plus de risques d'être en burn-out. Et à un moment donné, le risque, mais pas tous, de reproduire ses propres comportements dont ils ont souffert. Et donc, c'était touchant. Et évidemment, voilà, ces résultats-là, on va clairement les creuser parce que se dire que ce facteur-là, la pression qu'on se met à soi-même, pèse beaucoup plus en fait que la pression qu'on reçoit de la société, qui est déjà énorme, qu'on va pouvoir en discuter. Voilà, c'est pas anodin. Oui, oui, c'est sûr que je le ressens aussi dans mes sessions. Il y a quelque chose qui s'est passé qui était intéressant pour moi. Tu parles pas mal du cortisol et du niveau du cortisol. Quand j'ai présenté exactement le diagramme que tu as montré à des docteurs, j'ai dû pas mal m'expliquer sur la raison de définir cette catégorie, de montrer que le burn-out parental était plus élevé que les autres catégories. Je pense que c'était une mauvaise... je l'ai expliqué de façon pas très très bien, mais est-ce que vous avez déjà eu dans vos recherches des complications en disant que le burn-out parental a plus de cortisone que les personnes qui sont dans des situations de violence domestique? Est-ce que vous avez ces difficultés ou pas? On n'a pas rencontré cette difficulté jusqu'ici. Maintenant, évidemment, voilà, c'est interpellant de voir que ça apparaît encore plus élevé. La différence statistique entre les deux n'est pas forcément significative, mais une chose qui est très claire, c'est que toutes ces populations chroniquement stressées sont au-delà du seuil de 75, de 75, pardonnez-moi, qui a été montré dans la littérature médicale, pas par nous, comme étant le seuil au-delà duquel, même si à un moment donné, on connaît ces histoires de seuil. Il y a toujours le seuil, il y a toujours un côté arbitraire, c'est comme les cut-offs, à un moment donné, il faut mettre quelque chose. Mais en tout cas, personne ne doute
du fait que ces niveaux-là sont des niveaux au-delà duquel ça devient délétère pour la santé. Très bien. Je vais juste répondre du coup aux quelques questions qui ont été envoyées. Une personne me demandait le titre de l'ouvrage en français. Je le mettrai sur, je ne l'ai pas de tête, mais je le mettrai sur l'email et Facebook. Noélie me demandait, je serais intéressée s'il a eu des études concernant l'impact du confinement sur le nombre de burn-out parental. Donc, je sais qu'il y a eu des études, peut-être. Oui, ben oui. Donc, les réponses varient très fort en fonction des pays. Et il y a une étude qui a été menée sur 20 pays. Donc, il y avait une première étude qui avait mesuré la prévalence du burn-out parental dans 42 pays avant la pandémie. Et 20 de ces 42 pays ont accepté de participer à une deuxième étude pendant la pandémie. Et donc, on a pu comparer les prévalences avant et pendant la pandémie. C'était pendant la première vague. Donc, enfin voilà, il faut se remettre ça à l'esprit parce que l'usure est potentiellement plus importante après un certain temps. En même temps, la première vague était vraiment une vague de confinement strict à peu près partout. Les études montrent qu'en France, par exemple, on a eu une augmentation donc avant, la prévalence instantanée était de 5% et depuis la pandémie, on est plus aux alentours de 6-7%. Il y a des pays où l'augmentation était encore plus spectaculaire, mais dans les pays où ça a augmenté, comme aux États-Unis, ils sont passés de 8 à 10%. C'est en général une augmentation de 2%, sauf au Burundi, où pour un ensemble de raisons, l'augmentation était beaucoup plus spectaculaire. Après, il y a toute une série de pays, comme la Belgique, par exemple, où il n'y a pas eu d'augmentation moyenne de prévalence. Donc, si vous regardez avant, on était 7-8%, pendant, on est toujours à 7-8%. Alors, au départ, on était étonnés avec Isabelle. Et donc, on a mené d'autres analyses plus approfondies pour essayer de voir ce qui se passait. Et cette stabilité de la prévalence moyenne, elle cache en fait de fortes différences au niveau de ce qu'on appelle intra-individuel. Donc, en fait, il y a un tiers des parents dont l'état d'épuisement n'a pas changé, comparément avant, pendant. Un tiers des parents, un tiers quand même, dont l'état d'épuisement a significativement augmenté, donc ils sont significativement plus en burn-out avant qu'après. Et en fait, il y a un tiers des parents dont l'état d'épuisement a significativement diminué. Parce que, ben voilà, ils ont moins d'activités extrascolaires, ils courent moins partout, ou bien il n'y a plus cette pression de l'école parce que les examens sont réussis d'office, donc ils sont moins tracassés pour leurs enfants, etc. Et donc ça, on n'y pense pas assez à ces parents-là qui ont vu un ensemble de sources de stress se réduire. Je l'ai beaucoup utilisé, cette statistique, pour être un peu plus positive quand je fais des podcasts sur le burn-out parental. J'utilise toujours cette statistique disant il y a des parents pour qui c'est mieux le confinement. Et du coup, certaines personnes peuvent se sentir mieux durant l'interview. Il y a une autre personne qui demandait est-ce qu'on a les chiffres du niveau de cortisol de personnes en burn-out professionnel par rapport à parental? Oui, on les a. Je ne les ai plus là en tête, mais je les avais demandé à des chercheurs qui avaient mené une étude à ce sujet, qui ne les avaient pas inclus le taux moyen dans leur article, mais qui me l'ont donné et il était très inférieur en fait au taux de cortisol des parents en burn-out. Ce qui n'est pas si étonnant, hein, dans la mesure où quand vous êtes en burn-out parental, la plupart du temps, vous n'êtes pas hospitalisé. Donc, vous êtes tout le temps, enfin, vous êtes encore dans le milieu qui vous stresse. Alors qu'une partie des personnes en burn-out, ils vont se mettre en congé maladie, etc. Et ils ne sont plus tout le temps confrontés, en fait, à cette situation de stress. Donc, ce n'est pas si surprenant. Aussi, la proportion, évidemment, hommes-femmes dans les échantillons varie. On sait que la parentalité, ça compte plus dans l'identité des femmes. Donc, être en souffrance dans ce rôle-là, c'est peut-être encore plus stressant. Enfin, donc, il y a un ensemble de raisons qui font que c'est logique, finalement, d'observer ces différences. Hélène demandait quel est le niveau de la pression que les parents se mettent à eux-mêmes par rapport à celle de la société. J'ai l'impression qu'on y a un petit peu répondu, mais peut-être un petit peu plus précisément. Plus précisément, donc de mémoire, hein, parce qu'il y a beaucoup d'études, donc beaucoup de statistiques, mais de mémoire, la corrélation entre la pression qu'on se met soi-même en raison de son histoire et le burn-out parental était de 0,45, alors que la pression de différentes choses comme les médias, etc., de mémoire tournait autour plus
entre point 20 et point 30. Mais je vous dis, ça, c'est vraiment de mémoire. Il faut attendre la publication de Goshen Lin dans quelques mois pour pouvoir confirmer ça. Pas de souci. Pascal, j'oublie pas ta question, je la mets juste un petit peu plus tard. Une autre question, c'était est-ce que vous ressentez que la demande des parents professionnels médias est plus forte ou moins forte dernièrement? Sur la Belgique et la France, elle est moins forte dernièrement, mais il y a eu vraiment beaucoup d'interviews. De l'étranger, par contre, elle augmente par rapport à avant. Donc, au total, je dirais que ça s'équilibre. OK. Et sur l'étranger, c'est plutôt où? Moi, de nouveau, c'est un peu biaisé, mais moi, je reçois plus les demandes du monde anglo-saxon, parce que c'est plus moi qui prends les... Vous savez, avec Isabelle, on se répartit les tâches, et donc, elle prend plus le monde hispanophone, moi, je prends plus le monde anglo-saxon, donc je peux pas... Voilà, je peux vous dire que je reçois pour le moment plus de demandes de cette partie-là, mais c'est pas pour autant que... Enfin, voilà. OK. Ben, j'avoue que de mon côté, il n'y a aucun podcast en début de l'année dernière et maintenant en anglais, il y en a plein. J'en viens pas. Donc, c'est vrai que ça a bien augmenté, mais aussi le nombre de podcasts en Amérique est énorme. Donc, ça aide aussi pas mal. Donc, la question de Pascal, c'était plus précise sur les accompagnements. Elle voudrait savoir comment bien accompagner un parent en burn-out parental quand le conjoint reste passif. Alors, donc là, évidemment, ça dépend ce qu'on met derrière quand le conjoint reste passif. Donc, je ne sais pas si la personne met le conjoint n'est pas soutenant émotionnellement ou ne reconnaît pas le burn-out ou ne veut pas aider davantage. Donc ça, c'est un peu à voir. Maintenant, j'aurais envie de dire que de toute façon, quand on prend en charge un parent en burn-out, l'idée n'est jamais de déplacer la charge prise par ce parent-là sur l'autre. Parce que par définition, si l'autre fait moins, c'est parce qu'il sait moins faire, soit pour des raisons objectives, parce qu'il travaille beaucoup, soit parce qu'il veut moins, soit parce qu'il se sent moins capable. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles des charges se distribuent comme ça. Et donc, ça veut dire que pour celui qui fait moins, si on lui remet tout d'un coup, la charge va être encore plus élevée, subjectivement. Donc, on va de toute façon pas faire un déplacement des charges comme ça. On va toujours essayer de veiller à ce que les charges du parent en burn-out soient réparties dans le réseau. Une partie sur le conjoint, naturellement, et puis une partie sur d'autres personnes, la famille, quand c'est possible, les voisins, des institutions, d'autres intervenants, etc. Alors, donc... Et de fait, il y a des cas où le conjoint ne souhaite pas ou ne peut pas prendre davantage. Et dans ce cas-là, on va répartir chez d'autres personnes du réseau, d'autres structures du réseau. Après, c'est plus compliqué quand le conjoint n'est pas émotionnellement soutenant ou quand le conjoint ne reconnaît pas le burn-out parental. Et là, c'est plus une indication d'inviter, de proposer aux parents, de proposer au conjoint que le conjoint participe, donc soit invité à une séance où on puisse un peu explorer ses propres représentations de l'état de son conjoint ou de sa conjointe, etc. et de pouvoir éventuellement faciliter la compréhension du conjoint. Après, parfois, le conjoint amène un éclairage particulier. Et va vous dire qu'en fait, oui, la personne, elle vient avec vous avec cette demande de burn-out, elle vient vers vous, pardon, avec cette demande de burn-out parental, mais qu'au fond, c'est une dépression qui existe déjà depuis bien des années, avant la naissance des enfants, etc., etc. Donc, c'est intéressant d'avoir le point de vue du conjoint ou de la conjointe. Pour sûr. J'ai travaillé avec un groupe là, il n'y a pas longtemps où effectivement, c'était la même idée. Le conjoint était assez peu présent du fait du travail. C'était des personnes qui avaient des maris ou des femmes médecins. Et c'est vrai que j'ai beaucoup entendu le default parent, cette impression que tout leur retombe tout le temps dessus. Quoi qu'il se passe, c'est un peu compliqué pour eux parce qu'ils se sentent seuls face à la parentalité. Et c'est vrai que oui, les réseaux, ça marche bien. Et donc, quelqu'un demandait, alors je ne sais pas si c'est exactement sur le même thème, mais est-ce qu'elle demandait le déploiement de maisons de répit pour les parents est-elle une solution? Alors,
Oui, juste encore un petit mot avant. En tout cas, je pense qu'on n'est jamais, par rapport à la question précédente, on n'est jamais neutre, surtout quand on est une femme. Et donc, on peut réprouver soi-même en tant que thérapeute de la colère par rapport à, voilà, un conjoint masculin qui n'en touche pas une ou qui ne fait rien, etc. Et je crois que, voilà, on doit aussi faire sa propre introspection, se garder de projeter nos propres désirs d'égalité, éventuellement, qui peuvent être tout à fait justifiés par ailleurs. Mais voilà, parce qu'à un moment donné, le couple, il a construit quelque chose. Et donc, si nous, on veut complètement bouleverser, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas modifier certaines choses. Mais voilà, c'est un point, en tout cas, d'attention que je souhaitais soulever. Alors, la question des maisons de répit. Oui, moi je pense que ça fait partie des solutions. Ce n'est pas la solution, mais je suis super heureuse d'entendre que par-ci, par-là, il y a ce type de projet qui commence à se développer. Ça me semble fondamental. En tout cas, chez nous en Belgique, ça existe depuis de nombreuses années, mais uniquement pour les parents qui ont des enfants très lourdement handicapés. Alors, je ne conteste pas évidemment que c'est extrêmement difficile d'être un parent très lourdement handicapé et qui a besoin de répit. Mais ce ne sont pas les seuls parents qui ont besoin de ce répit. Et à un moment donné, on voit bien tout l'intérêt qu'il y a à pouvoir sortir de son contexte, comme on le fait pour les gens qui sont en burn-out professionnel. À un moment donné, s'extraire, et c'est salutaire pour la personne, pour ses enfants. Ça doit pas être un passage obligé, mais on voit bien que dans certains cas, c'est absolument essentiel et que le manque de structure pose problème. Oui, moi je suis complètement d'accord parce qu'en Australie, il n'y en a aucune. Et quand je dis aux personnes en Australie qu'en France, ça existe, les gens, qui c'est qui va en ouvrir une ici? Donc, c'est un vrai besoin pour les parents et c'est vrai que ouais, c'est un peu un rêve pour les Australiens parce que ça n'existe pas du tout ici et c'est même pas possible. Du coup, en parlant des enfants malades, il y a une question qui disait est-ce qu'il y a aussi des comparaisons de cortisol entre burn-out parental et le burn-out des parents accompagnant des enfants malades sur le niveau de cortisol? Non, ça n'existe pas pour le moment. Et nous, dans nos échantillons, c'est vrai qu'on aurait pu aller regarder qui, dans l'échantillon des parents burn-out, avait des enfants souffrant de handicap. On ne l'a pas fait. Mais oui, ça serait intéressant. Ça serait intéressant à faire. La prochaine question, c'était comment travaillez-vous sur un changement sociétal pour diminuer le nombre de personnes en burn-out parental? Oui. Oui, ça me paraît essentiel que nous, tous autant qu'on est, parce qu'évidemment, nous, les psychologues, on travaille toujours avec l'individu, mais ça me semble essentiel qu'on puisse contribuer aussi à un changement plus sociétal, plus macro, parce que les gens, ils vivent dans une culture, et d'autres études ont montré à quel point nos cultures occidentales, individualistes, accroissent la pression qui pèse sur les parents. Et donc, nous, on essaie de travailler à ce changement sociétal à travers 3 axes, j'aurais envie de dire. La première, c'est d'augmenter la prise de conscience de la pression macro qui pèse sur les parents. Donc, vraiment, cette logique de increase awareness, parce qu'il nous semble que, voilà, que ce facteur n'est pas toujours nécessairement bien pris en compte et pas non plus par les politiques. Alors, un autre axe sur lequel on voudrait commencer à travailler, c'est pas si évident, c'est la question que les parents se mettent entre eux. Parce qu'il y a tous ces jugements, il y a chaque fois que quelqu'un publie quelque chose sur Facebook, évidemment, on publie des photos de soi, de sa parentalité, où on est particulièrement à son avantage, parce qu'on cherche une validation, qu'on est un bon parent, qu'on est une bonne mère, etc. Mais en même temps, ce faisant, on met la pression sur les autres. Et donc, il nous semble qu'il y a aussi un travail à faire par rapport à ces réseaux sociaux qui mettent la pression, et on le voit dans nos études, peut-être d'une sorte d'éthique des réseaux sociaux où chacun se poserait la question avant de poster quelque chose, est-ce que ce faisant, est-ce que le bénéfice entre l'intérêt pour moi et la pression que je vais mettre sur les autres parents vaut le coup que je poste cette photo-là ou ce commentaire-là? Donc voilà, là je crois qu'il y a vraiment, parce qu'il n'y a pas que l'État qui met la pression sur les parents, on se la met aussi entre nous. Et le troisième axe sur lequel on commence à travailler et qui nous semble tout aussi important, c'est de, comment formuler ça, de lutter contre la fausse croyance, la fausse représentation qui serait que les parents auraient un impact
très, très, très important sur le développement de leurs enfants. Donc, il y a cette idée qui a inspiré plein de politiques dans plein de pays, hein, notamment la politique des 1000 jours en France, etc., que quelque part, ce que vous faites en tant que parent, ça va être complètement déterminant dans le développement de votre enfant. Et ça c'est terrifiant pour les parents parce qu'ils se disent que la moindre erreur pourrait complètement... Et en réalité, c'est faux. C'est une fausse croyance qui n'est pas documentée scientifiquement. Ce que les études montrent, c'est que les parents expliquent une petite part de variance. Si on se dit que tous les facteurs qui participent au développement d'un enfant, c'est une tarte, hein, on nous donne l'impression qu'il y aurait 90% de la tarte là, qui serait prise par les parents. Et ça, c'est faux. C'est pas ce que montrent les études. Les études montrent que les parents ont un rôle, mais un petit rôle, un rôle significatif, mais parmi d'autres facteurs, parmi l'école, parmi les grands-parents ou autres personnes significatives, parmi la génétique aussi, qui malheureusement occupe une grande place dans cette tarte. Donc, le parent n'est qu'un facteur parmi d'autres, et c'est important de pouvoir le dire, le redire, le re-redire pour baisser cette pression sur les parents, et aussi parce que c'est une excellente nouvelle au fond. Ça serait horrible que les parents aient un tel poids dans le développement de leur enfant. Ça voudrait dire que chaque parent ferait presque des clones de lui-même, puisqu'il aurait un tel poids sur le développement, pourrait tellement l'influencer. Et non, heureusement, nos enfants sont ce qu'ils sont, ils vont faire leur chemin aussi indépendamment de nous, être des personnes différentes de nous qui vont nous enrichir de leurs différences, et ça participe évidemment à maintenir la richesse dans la société, et on sait que la diversité est un facteur de résilience, et donc bien sûr que l'évolution a fait en sorte que la diversité, la richesse se maintiennent. Donc, évidemment qu'on ne pourrait pas avoir... Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et que ça n'aura aucun impact. Bien sûr que si vous violentez psychologiquement ou physiquement gravement vos enfants, vous allez provoquer des impacts, c'est évident. Mais il faut raison garder dans tout ça. Et ça, vous m'aviez dit, qu'est-ce que nous, les psychologues, on peut faire pour aider à la prévention plus générale du burn-out parental ? Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse tous, qu'on répète en fait. Oui, j'aime beaucoup le mot répéter parce que la première fois qu'on le dit aux parents, ça... ils n'y croient pas du tout, alors vraiment pas. Et j'utilise souvent aussi l'exemple, quand ils ont 2 enfants, vous avez 2 enfants, est-ce qu'ils sont les mêmes? Et souvent ils sont là, non, mais c'est vrai qu'ils n'y croient pas du tout. Ils pensent qu'ils ont une énorme part d'influence. Et alors, vous parlez des politiques sur le premier axe. Est-ce que vous travaillez avec le gouvernement belge ou pas spécialement encore? Donc, on a déjà travaillé. Donc, le gouvernement belge, en Belgique, vous savez que pour notre micro-petit pays, on a 5 gouvernements. Il faut quand même le savoir. Hein. Donc, on a déjà travaillé effectivement avec le gouvernement bruxellois, notamment sur une campagne de sensibilisation et d'orientation. On est en contact avec des personnes au niveau de la Wallonie, qui est un autre, pour pouvoir, sur d'autres aspects de la parentalité. Donc, on est en contact à gauche, à droite avec des politiques, mais c'est vrai que c'est lent. C'est lent et comme vous dites, hein, avec les politiques, c'est comme avec les parents, c'est un travail de longue haleine. Et donc, ici aussi, on est en contact direct avec certaines personnes qui ont participé à ce projet des 1000 jours en France. On est aussi en contact indirect. Donc, voilà. C'est quoi le projet des 1000 jours? Donc, en France, il y a cette idée que le gouvernement doit faire en sorte que les parents soient le plus compétents, je caricature un peu, mais que les enfants bénéficient durant leurs premiers 1000 jours d'un maximum, que quelque part tout soit fait pour que ces 1000 jours soient les mieux possibles pour assurer un bon développement. Je caricature beaucoup, mais voilà. Et donc, nous, on est très attentifs, évidemment, de par notre lorgnette burn-out parental, à l'augmentation de la pression que ça crée aussi chez les parents, et donc à ces effets pervers où, à force de vouloir protéger les enfants, on met tellement de pression sur les parents qu'ils s'épuisent, et puis ça se retourne contre les enfants, finalement. Oui. Et contre les parents, naturellement.
Oui, et c'est vrai que sur votre axe 2, je vais en profiter pour dire que sur le groupe pour les parents, avec Cynthia, on a décidé de ne pas autoriser ou de très peu autoriser toutes publications qui sont sur comment aider comment éduquer les enfants. C'est vrai qu'on empêche tout ça parce que c'est trop pour les parents. Et il y a un groupe dans un des articles où on parlait d'ailleurs de vous, du burn-out parental et de Moira et d'Isabelle. Il y avait un lien sur un groupe qui s'appelle A Regret to Have Children. Et c'est un énorme groupe aussi qui a commencé en fait à dire, à laisser la parole aux parents de dire qu'ils ont le droit de regretter d'avoir des enfants et de travailler avec ce regret. Et c'est un gros travail qu'ils font. Et il y a beaucoup de gens qui demandent de changer le nom. Mais c'est un énorme travail d'autoriser les parents à dire ça et à travailler sur ce regret. Oui. Je cherche les autres questions pour continuer. Pouvez-vous nous en dire plus? Ah non, alors, avant de commencer ça, je vais juste vérifier parce que c'est sur le thème du parent sur le fil. Donc, je vérifie juste que je n'ai pas oublié de questions. Est-ce que le fait d'être HP peut augmenter le risque d'avoir un burn-out parental? Alors, on n'a pas d'études sur le fait qu'être soi-même HP en tant que parent peut augmenter le risque de burn-out parental, mais par contre, on a mené une étude sur le fait, est-ce qu'avoir un enfant qui a été objectivement diagnostiqué HP peut augmenter le risque de burn-out parental? Parce qu'il y avait une association qui nous avait interpellés en disant on a l'impression quand même que pour toute une série de raisons, ça pourrait augmenter le risque chez les parents. Et on observe une petite augmentation du risque qui est voilà, très faiblement significative, mais elle existe. Donc effectivement, le fait d'avoir un enfant HP, alors peut-être que selon que vous êtes vous-même HP ou non, ça ne sera pas le même impact, mais ça malheureusement les parents de notre échantillon, on leur avait demandé s'ils se considéraient eux-mêmes HP, mais ça c'est complètement, on peut pas, vous voyez, c'est une mesure tout à fait non fiable, on le sait, tandis que les enfants, ils devaient avoir eu un diagnostic officiel par un psychologue ou un centre spécialisé de haut potentiel. Mais il y a peut-être des groupes qui vont poursuivre là-dedans. Marie demandait, comme la pression interne est importante, est-ce que la pleine conscience n'est pas un outil utile? Y a-t-il des articles avec pleine conscience et burn-out parental? Oui, c'est question très pertinente. Et d'ailleurs, toutes les questions sont pertinentes. Merci d'ailleurs. En fait, on a mené, donc, il y a quelques années, une première étude avec Maria Elena Brianda sur le traitement des parents burn-out. Et l'année suivante, une autre postdoc, Marie Baillot, a mené une étude. Elle est très intéressée par la pleine conscience. Elle avait fait sa thèse sur la pleine conscience. Et elle a mené une seconde étude d'intervention. Et l'une des deux interventions, c'était une intervention qui était basée sur la pleine conscience. Donc, pas le MBSR ou le MBCT strict, mais une intervention qui travaillait sur les différents facteurs de risque du burn-out parental, le perfectionnisme, le manque de compétences émotionnelles, la difficulté à demander de l'aide, etc., avec des outils issus de la pleine conscience. Et donc, les résultats étaient assez fascinants dans le sens où ils montraient que chez les parents, chez qui il y avait un effet, l'effet était très important, très positif. Mais par contre, il y avait 21% de l'échantillon de parents dont l'état se détériorait significativement suite à l'intervention de pleine conscience. Et donc, ces résultats, ils vont être publiés incessamment. Et donc, ça nous laisse avec une sorte de goût un peu amer dans la bouche parce que on ne sait pas. Et évidemment, Maria Baillot a mené toute une série d'analyses complémentaires pour essayer de savoir qui sont ces parents qui vont en profiter et qui sont ces parents dont l'état va se détériorer. Parce que si on le savait, alors on pourrait dire, ceux-là, on peut prescrire de la pleine conscience et ceux-là, il ne faut surtout pas parce que le risque que l'état se détériore est trop important. Et malheureusement, dans cette étude, on n'est pas parvenu à identifier des facteurs qui prédisent que soit les gens en profitent ou au contraire. Donc, je dirais que dans l'attente que d'autres études soient menées,
Je ne conseille pas la pleine conscience en première intention pour le traitement du burn-out parental. Bon, ce n'est jamais conseillé en première intention pour le traitement d'aucun trouble. Hein. Si vous allez sur les sites de UMass, etc., donc vraiment les personnes fondatrices de la pleine conscience, ils vous diront que ce n'est pas du tout un traitement de la dépression ou de quoi que ce soit, c'est un traitement de prévention de la rechute, ce qui est très, très différent. Et qu'il y a toute une série de contre-indications, naturellement, aussi à la pleine conscience. Donc, ce n'est pas quelque chose à manier avec légèreté, mais c'est vrai que le jour où on parviendra à identifier qui sont ces parents qui en bénéficient positivement, ça, ce serait super. Parce que là, les bénéfices, ils sont vraiment importants. Je pense qu'elle a une bonne réponse, c'était bien précis. Je vais devoir un petit peu continuer vite, désolée si j'oublie des questions. Il y a quelqu'un qui demandait si vous aviez un diagramme de la tarte dont vous parliez tout à l'heure avec les influences de chaque chose. Je ne l'ai pas, mais c'est quelque chose justement que j'ai mis à l'ordre d'une des prochaines journées, à l'ordre du jour d'une des prochaines journées de travail que j'ai avec Isabelle, parce qu'on doit absolument faire ce genre de choses. Mais il faut prendre le temps de le faire correctement, parce qu'il faut aller récupérer toutes les méta-analyses. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait sur un coin de table, entre guillemets, parce qu'il y a la part prise par les parents. Mais si on veut faire une tarte, il faut qu'on puisse quantifier aussi la part exacte prise par chacune des autres choses. Donc voilà, ça prend du temps, mais c'est quelque chose qu'un jour j'aurai. OK. Et la dernière question que je vois, le fait d'avoir un enfant 10 ou difficultés dans des apprentissages ou encore des troubles neurodéveloppementaux, augmente-t-il le risque de faire un burn-out parental? Alors, la réponse est tout en nuances, comme toujours. Oui, seulement si ces troubles ont des répercussions importantes sur le quotidien des parents. Donc, en fait, le quotidien et le psychisme des parents. Donc, si, par exemple, vous vous inquiétez très, 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 très fort que vos enfants, votre résultat, ne réussissent pas dans la vie, que vous passez 3 heures par jour à faire les devoirs avec vos enfants, oui, clairement, ça augmente votre risque. Mais au fond, si comment dire, je n'ai pas le mot. Si vous déléguez la prise en charge des devoirs, que ce soit à l'école des devoirs, à une orthophoniste, etc., et que vous arrivez à prendre distance par rapport à ça, eh bien, en fait, on voit qu'il n'y a pas d'impact. OK. C'est encore entre les ressources et on n'a pas encore dit ce mot-là. Ressources et stress. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui étaient dans le chat. Si j'en ai oublié, vous me dites. Sinon, on va passer sur la dernière partie des questions qui sont plus par rapport au nouveau programme que vous avez commencé il y a 1 mois et demi, je crois, ou peut-être 2 mois, Parents sur le fil. Donc, je vous laisse faire une petite présentation et après, on aura quelques questions un petit peu plus précises qui ont été demandées. Alors, oui, donc Parents sur le fil, comme son nom l'indique, s'adresse pas aux parents en burn-out, mais aux parents qui sont sur le fil. Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé ce programme? Parce qu'avec Isabelle, plus les recherches arrivaient, plus on avait d'évidence sur les conséquences hyper négatives du burn-out parental, sur la santé, sur les enfants, à un moment donné, on se dit, oui, c'est bien de faire des choses pour traiter les parents en burn-out, il faut absolument le faire, mais l'idéal, évidemment, ce serait de pouvoir prévenir ce burn-out et d'agir en amont. Et là, on voyait bien que dans notre équipe, on avait dévoué beaucoup moins d'efforts sur cet aspect de prévention que sur les aspects de traitement. Et ça nous préoccupait en se disant, mais c'est ridicule, quoi. Il faut intervenir en amont, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on s'est dit, bon, des parents qui sont très, très éloignés, qui ont des facteurs de risque, mais qui pour le moment, voilà, qui ont plein de ressources, etc., c'est probablement pas eux qu'on doit cibler. Et cette frange de parents qui est sur le fil, donc qui dit, voilà, je ne suis pas en burn-out, mais je me sens quand même fort épuisée, je ne suis pas encore en burn-out, mais c'est difficile, etc. On avait l'impression qu'il y avait peut-être, et donc on va le tester maintenant, une fenêtre d'opportunité là pour prévenir le burn-out parental. Et donc on a construit ce programme, et on s'est dit, ces parents-là, clairement, ils ne vont pas aller consulter un psy, puisqu'ils se disent, je ne suis pas encore en burn-out. Je ne crois pas que je suis en burn-out, mais... Et en tout cas, il y a probablement aussi une partie de ces parents qui est dans le déni. Mais ces parents, ce n'est pas eux qui vont arriver dans le cabinet d'un psy. En tout cas, pas en première intention.
Et on s'est dit peut-être qu'un accompagnement en ligne, qui est, voilà, genre, je fais à mon aise, ça ne soulève pas toutes les défenses, ils n'ont pas l'impression qu'ils vont devoir mettre tout leur passé sur la table, vous voyez ce que je veux dire? Mais où on amène quand même un ensemble d'éléments de réflexion. On travaille, hein, il est conçu sur base de cette fameuse balance des risques et de ressources, etc. Et on s'est dit, en fait, chez les parents qui sont réellement sur le fil, donc qui ne sont pas en burn-out, normalement, on va le tester, ça devrait quand même aider à prévenir le burn-out parental. Et chez ceux qui sont déjà en burn-out, mais qui sont réticents, là maintenant, à aller voir un psy parce qu'ils sont dans le déni, etc., il faut qu'il y ait quelque chose sur la plateforme qui les amène, qui puisse les amener à faire ce pas de consulter. Parce que s'ils sont en burn-out, ce n'est pas un programme en ligne qu'il leur faut, c'est voir un vrai professionnel. Mais donc, on voulait qu'ils puissent avoir ce passage et c'est pour ça que... et alors, pour le moment, on est encore en phase de test. Donc, il y a 5 psys qui sont sur la plateforme, mais on aimerait bien augmenter le nombre de psys et aussi la diversité dans plus de pays. Qui sont donc référencés, que les parents peuvent... Donc, d'office, ils achètent le programme, ils ont un jeton pour une consultation courte, brève. Donc, de nouveau, 30 minutes, pas menaçant. L'idée, c'est vraiment genre, voilà, si vous avez une question pratique, donc, pas soulever toutes les défenses, mais peut-être que chez certains, eh bien, ce moment va leur faire vraiment du bien et qu'ils vont se dire, mais je vois l'intérêt d'aller voir un professionnel. Je vois comment consulter, en fait, ça pourrait m'aider. Et voilà, ça, c'est notre espoir, c'est qu'aussi, donc des parents qui sont en burn-out, mais qui ne sont pas encore mûrs pour consulter, ça puisse les aider à faire ce passage vers des professionnels du réseau. C'est un peu l'idée des parents sur le fil. Et alors, du coup, comment les parents savent si ils sont sur le fil ou s'ils sont en burn-out parental? Est-ce que vous les aidez dans cette démarche de savoir où ils sont? Parce que c'est une vraie question que moi j'ai souvent, où les parents ne savent pas s'ils doivent être considérés en burn-out parental ou pas. Donc, dans le programme, donc avant le programme, non, on ne leur propose pas sur le site de test diagnostic parce qu'on se dit, ben voilà, si le parent il se sent sur le fil, ben, c'est ça l'essentiel. Mais par contre, évidemment, dans le programme, ça c'est clair que, étant donné qu'on se doute que des parents en burn-out en fait pourraient s'inscrire et que ces gens-là, ils doivent absolument voir un professionnel sur le côté, là, il y a un test avec un feedback sur leur score. Et s'ils ont un score qui indique qu'ils sont probablement ou très certainement en burn-out, là, on leur dit explicitement que le programme n'est pas suffisant et qu'il faut qu'ils voient un professionnel en parallèle. Ça c'est... Donc, ce n'est pas quelque chose... ça vient pas... C'est pas quelque chose qui... Ça vient... Comment dire ? Ce n'est pas du tout quelque chose qui fait concurrence aux psys qui travaillent dans le domaine du traitement de burn-out parental. Au contraire, en fait, notre volonté, c'est soit de prévenir, mais soit, parce que de toute façon, si tous les parents burn-out allaient consulter des psys, ça serait, il y en a vraiment beaucoup, mais soit pour ceux, quand même, nombreux qui ne sont pas tout à fait mûrs, de faciliter ce passage. OK. Et donc, vous donnez, quand les parents se sentent on la diagnostique et que le feedback est qu'ils sont en burn-out parental, comment ils savent qui aller voir? Donc là, pour le moment, pour le moment, donc ils reçoivent le lien vers la carte des professionnels du burn-out parental, donc la carte vers le réseau de tous les professionnels en burn-out, mais ils ont aussi leur jeton pour les psys qui sont les 5 psys pour le moment. Et donc, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'ils pourraient utiliser leur jeton et puis soit ce psy-là leur dit « Ah ben oui, mais moi je connais quelqu'un pour un accompagnement à plus long terme » ou soit ils cliquent sur le lien ou peut-être qu'ils vont se dire « Moi, je ne suis pas encore mûr pour utiliser mon jeton et voir un psy, mais je garde précieusement cette liste. J'ai déjà identifié quelqu'un qui n'était pas trop loin de chez moi. » Je pense que c'est un processus de mûrissement qui prend du temps, de se dire je vais aller consulter. Hélène demandait si l'application est-elle actuellement disponible. Donc, ce n'est pas une application, c'est un programme qui est en ligne. Donc, le site Parents sur le fil, c'est je crois www.parentsurlefil.com, il est déjà en ligne, le programme est déjà effectif.
Mais on est en phase de test, donc c'est-à-dire qu'ici, on a soumis le projet au comité éthique pour pouvoir faire une étude à plus grande échelle, pouvoir quantifier les bénéfices, savoir qui bénéficie le plus, le moins, enfin bon, bref, toute une série de questions importantes. Et tant qu'on n'est pas, comment dire, qu'on n'a pas épuisé toutes nos questions de recherche, on ne va pas encore étendre le réseau des psys sur le site, même si les gens reçoivent déjà ceux qui ont un diagnostic de burn-out parental ou de burn-out parental probable, eux sont déjà directement redirigés vers la carte des professionnels, parce qu'eux, ils doivent consulter. Ok. Et elle demandait aussi, je crois beaucoup à la prévention et j'aimerais y contribuer. Existe-t-il un module de formation qui permettrait de le faire? Oui et non, c'est-à-dire que, donc, pour le moment, enfin, la question de la prévention, elle est éminemment plus complexe au fond. On a toujours l'impression que c'est le traitement le plus complexe, mais d'un côté, non, parce que le traitement, on est déjà à un niveau. Vous avez l'individu devant vous, éventuellement sa famille derrière, et donc vous êtes déjà situé à ce niveau-là, individuel ou familial. Alors qu'au fond, la prévention, elle passe par plein de niveaux, des niveaux hyper macro, culturels, sociaux, mais aussi des niveaux politiques à l'échelle de votre propre pays, de votre région, etc., jusqu'au niveau individuel. Et donc, on aimerait bien, au fond, pouvoir faire ce type d'information et où chaque discipline pourrait se dire, ah ben oui, moi, c'est là que je peux intervenir le plus facilement en tant que sociologue, en tant que... Mais on ne pourra le faire bien que le jour où on aura, comment dire, des... Donc, on collabore avec des historiens pour le moment, on collabore avec des personnes en santé publique. Il faudrait qu'on ait des collaborations aussi avec des sociologues en sciences politiques. Il faudrait vraiment qu'on puisse avoir quelque chose de plus étoffé, de plus dense pour pouvoir faire ce type de formation. Comment on a fait la formation des professionnels une fois qu'on avait suffisamment de matière pour se dire, OK, là, il y a quelque chose d'intéressant, on espère, à délivrer comme contenu. Et donc, vous avez dit que vous avez quelques psychologues sur la plateforme. S'il y a des psychologues qui sont intéressés de joindre la plateforme, est-ce qu'ils vous contactent? Comment ça se passe? Oui, donc on fera un appel quand on aura fini le volet recherche. Justement, parce que ici, ils sont tous, elles sont toutes belges, donc inévitablement, il faut absolument qu'on étende le réseau un peu partout, mais ça, ce sera dans quelques mois. Vous avez vu qu'on n'a pas beaucoup communiqué encore sur Parents sur le fil, donc voilà, il y a encore il est déjà en ligne parce que tant qu'il existe, ce serait vraiment dommage de ne pas le faire. Et puis, on a investi beaucoup d'argent en montage, mais aussi on est deux professeurs d'université, donc là, on parlait aux parents, on s'est dit, mais si on commence à jargonner, etc., ça ne va pas aller. Donc, on a aussi payé quelqu'un qui est une metteuse en scène, une auteure de théâtre, pour pouvoir tout réécrire, pour que le langage soit moins... Vous voyez? Donc, enfin, il y a beaucoup de frais qu'on a engagés. Donc, à un moment donné, il faut malheureusement qu'on rentre aussi dans nos frais. Mais voilà, on n'a pas encore voulu faire de la communication à très grande échelle tant qu'on n'a pas fini tout ce volet de recherche. Et donc, vous avez déjà des parents qui ont commencé le programme, c'est ça? Ou pas encore? On a des parents qui ont commencé le programme, mais c'est plutôt des parents bêta-testeurs, comme on pourrait dire, ou des parents, enfin, voilà, je n'ai pas été vérifier les choses récemment, je dois être honnête avec vous. Donc, je sais qu'il y a des parents testeurs qui l'ont fait. Peut-être qu'il y a eu des ventes, j'avoue que je n'ai pas été vérifiée. OK. Et est-ce que vous avez connaissance des autres programmes qui sont déjà en ligne, qui ont été faits par d'autres psychologues et comment vous vous différenciez ou comment vous travaillez avec eux ou pas vraiment? Donc, on reçoit beaucoup de demandes de partenariat. On est beaucoup informés de gens qui sont occupés à mettre ceci ou cela, etc. Un peu partout, d'un peu partout, en Belgique, en France, dans le monde anglo-saxon, etc. On n'a pas pour le moment de partenariat privilégié, tout simplement parce que, voilà, on est un peu trop surchargé. Mais voilà, toutes les initiatives sérieuses, bien pensées, qui visent à aider les parents sont bonnes à prendre. Ce qui me stresse parfois,
ce sont des initiatives qui sont faites par des personnes qui n'ont pas de formation en psychologie, en coaching, enfin qui n'ont pas de formation dans la relation d'aide, et où il n'y a pas ce relais possible vers des professionnels et qui s'adressent à des parents en burn-out. Et ça, moi, je ne crois pas. C'est tout à fait, c'est une opinion personnelle hein, qui n'est pas soutenue par. Il n'y a pas de recherche là-dessus, donc là, c'est purement mon opinion personnelle. Mais j'ai du mal à croire que. Déontologiquement, je me sentirais mal à l'aise avec l'idée que des parents soient totalement pris en charge en ligne, des parents en burn-out qui répondent aux critères soient totalement pris en charge en ligne sans avoir à un moment donné une prise en charge par un vrai professionnel. Ok. Je pense que c'est toutes les questions sur les programmes en ligne. J'avais une question que j'ai loupée. Si je loupe d'autres questions, remarquez-le. Il y avait quelqu'un qui demandait est-ce qu'il y a des études scientifiques avec l'hypnose? Pas pour le moment. Donc, je sais que dans le réseau des professionnels formés, il y en a qui pratiquent l'hypnose, mais il n'y a pas encore d'études sur le sujet. Ok. Quel est vous avez des retours sur l'hypnose, sur les traitements sur l'hypnose, avec l'hypnose? Non, j'ai pas eu de retour. Non, et je les ai pas demandés, j'avoue. J'aurais pu, effectivement. Parce qu'il y a évidemment tellement comment dire, et je ne sais pas exactement ce que ces praticiens traitent avec l'hypnose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, par exemple, l'utilisation de l'hypnose dans le traitement des traumas, parce que bon, l'hypnose, c'est l'imagerie mentale, hein, soyons clairs, c'est un mot qui a l'air très truc, mais voilà. Dans le traitement des traumas, c'est bien documenté, dans le traitement des douleurs aussi. Mais par contre, il y a des domaines dans lesquels on ne sait pas en fait quels sont les effets de l'hypnose, même si on peut les supposer. Et donc ici, je ne sais pas exactement ce que ces professionnels, quels éléments ils viennent, vous voyez ce que je veux dire, ils viennent traiter avec l'hypnose. C'est une bonne question du coup pour le groupe, parce que c'est bien sur le groupe, on pose souvent des questions comme ça, donc c'est une bonne question à poser sur le groupe directement Facebook, puisque chaque personne peut dire son propre retour. Séverine demandait, je suis doula et je compte proposer une séance de conscientisation des risques et facteurs dans mes accompagnements, mais comment ne pas faire peur non plus? Oui, c'est de nouveau une bonne question. Ça renvoie à une discussion qu'on a eue, effectivement, avec des sages-femmes, parce que d'un côté, c'est un moment idéal, évidemment, la toute petite enfance, le début, enfin même la grossesse pour conscientiser sur un certain nombre de choses et finalement sur l'importance de veiller à cet équilibre de cette balance. Et en même temps, mais voilà, c'est aussi leur question, on ne veut pas non plus terroriser les parents. Mon sentiment, mais de nouveau, il est biaisé par toutes ces recherches qui montrent ces conséquences tellement négatives de burn-out parental et qui me disent qu'il faut absolument le prévenir, j'ai l'impression que c'est aussi la manière dont on amène les choses. Et que parfois, il y a moyen... Cette métaphore de la balance, elle parle beaucoup aux gens. Et bien sûr qu'il y a des moments où on va expliquer ça à des gens qui sont déjà complètement dedans et on va y mettre plus de sérieux, de trucs. Peut-être qu'avec des jeunes parents ou des parents en devenir, on peut davantage, voilà, mettre de l'humour, mais quand même expliquer les choses, expliquer que voilà, vous allez devenir parent, ben vous allez voir, il y a toute une série de nouveaux stresseurs qui vont s'ajouter. Je crois qu'il y a moyen de prendre les choses avec humour et puis dire, ben ça serait important de rajouter des ressources. Et qu'est-ce que vous pourriez vous ajouter? Et voilà, je pense que c'est plus la forme qui doit varier. Mais ça me paraît, moi, une bonne idée d'informer. Et on ne doit pas forcément informer, c'est pas parce qu'on informe sur cette question de balance et de la nécessité de trucs qu'on doit nécessairement informer sur le burn-out parental. Nous, on peut avoir en tête, enfin, vous, doula, pouvez avoir en tête le fait que ce que vous cherchez via ça, c'est prévenir le burn-out parental. Et de fait, vous n'êtes pas obligé d'en parler aux parents parce que ça peut faire peur. Alors, je vois plus de questions spécialement. Dites-moi si je me trompe. Sinon, la dernière question que j'avais, on a un tout petit peu touché, c'est en quoi nous, chercheurs, éducateurs, psychologues, doula, pouvons-nous vous aider dans le but de réduire le burn-out parental? Alors, on a parlé d'une chose, peut-être d'autres choses que vous avez en tête? Mais vous le faites déjà, tous, en contribuant d'une part à lever ce tabou, d'autre part à être présent aux côtés des parents en burn-out. Donc,
nous aider, vous le faites déjà. Et d'ailleurs, je profite de ce petit moment pour vous en remercier. Alors, on peut le faire de plein de manières. Moi, j'ai l'impression que le plus urgent, c'est de participer, au-delà de tout ce que vous faites singulièrement dans les face-à-face avec les parents, c'est vraiment d'être des vecteurs de diminution de la pression par les communications qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, d'amener cette conscientisation que les parents restent des êtres humains et qui vont inévitablement commettre des erreurs parce que tous les êtres humains en commettent et que quand on exerce un nouveau métier, ben, le jeune psy va faire beaucoup plus d'erreurs que le psy expérimenté. Le jeune avocat, pareil. Le jeune professeur, pareil. Et donc le jeune parent aussi. Et c'est pas parce qu'on commet des erreurs au début, inévitables, et même plus tard, hein, parce que le professeur expérimenté, l'avocat expérimenté continue à commettre aussi des erreurs. Et donc voilà, ça n'enlève pas moins qu'il peut être un très bon avocat, oui, qui a commis des erreurs dans son passé, qui en commettra encore. Et c'est valable aussi pour les parents. Donc ce côté, voilà, on doit accepter, je pense, notre nature d'être humain et les limites inhérentes à cette condition. Et ça, je crois que nos sociétés, y compris nos sociétés occidentales, on a très difficile avec ça. Oui, ça c'est pour sûr. Je vous laisse encore 1 minute, peut-être juste si vous avez d'autres questions à les mettre de... Ben voilà, il y en a une autre. Pour l'instant, je suis en formation... Pardon. Pour l'instant, je suis une formation pour utiliser la pleine conscience breathwork dans la douleur et il a été justement plus d'humour et les médiations sont très courtes. J'ai l'impression que ce programme serait plus adapté. Connaissez-vous ce programme? Non, donc je ne vois pas le commentaire. Non, je ne le connais pas. Pour ce que j'ai entendu du commentaire, non. MBPM, c'est ça? Non, c'était le conscience breathwork sur les respirations, non? Non. Okay. C'est le MBPM, c'est le mindfulness. Merci. C'est le même que le MBPM. Le mindfulness base for pain management. Oui. Je ne suis pas familière. Donc voilà, je ne peux pas répondre. Mais a priori, j'aurais voilà, le même petit bémol de se dire à tester et voir si on retrouve les mêmes effets, donc des effets super positifs pour certains, puis des effets délétères pour d'autres. Et là, il faut absolument savoir pour qui ces effets délétères se manifestent. OK. Merci. Merci. Est-ce que éventuellement, ce serait quelque chose qui vous intéresserait d'étudier, ce programme-là sur le burn-out parental ou pas? À nous, vous avez compris qu'on est des chercheuses hyper actives avec des intérêts multiples. Et donc, la réponse est oui, mais nous ne pouvons nous engager qu'à collaborer avec des personnes qui nous mettent dans des conditions de faire vraiment des recherches extrêmement sérieuses, c'est-à-dire avec des échantillons suffisants, avec un suivi, une répartition, puisque évidemment, ça ne peut pas être le même formateur ou le même intervenant qui donne toutes les sessions, parce que sinon, il y a un confound avec la méthode et puis le formateur, etc. Donc voilà, il faut tester les choses proprement. Donc si vous, l'association ou les personnes avec lesquelles vous travaillez, vous pouvez offrir ces conditions-là, alors n'hésitez pas à revenir vers nous, évidemment. Je vois qu'il y a une autre main levée. Je vais juste essayer de lui demander quelque chose. Oui, si on peut encore poser des questions, je ne sais pas si ça dépasse le temps. Elle a jusqu'à 9h50. Jusqu'à 9h50. Au maximum. Non, mais je voulais profiter d'avoir Mayra directement en ligne. Enfin, tout ce travail tellement incroyable que vous faites en Belgique et tous ces gens formés, parce que c'est quand même impressionnant le nombre de gens qui sont drainés et tout ce volet préventif qui demande beaucoup de monde. Et elle a disparu. Ah non, elle est là. Elle a disparu dans l'écran. Je voulais voir comment tous ces professionnels-là, on est 20, mais on est sûrement beaucoup plus, qui sont formés et bien formés par vous, comment on pourrait créer quelque chose de vraiment comme un programme de prévention qui soit absolument lié à burnoutparental.com.
au lieu de vouloir faire chacun notre... Moi, je rencontre beaucoup de professionnels, parce que je suis arrivée depuis la Suisse en Belgique. Je rencontre beaucoup de gens autour de moi, des professionnels qui sont prêts, qui ont envie de faire des groupes, qui ont envie de travailler dans la prévention. Ça a l'air d'être vraiment quelque chose de partagé. Après, j'ai l'impression qu'on est un peu tous tout seul, puis on aimerait faire des groupes, puis on ne sait pas comment le faire. Et je me dis, est-ce qu'il y aurait un moyen par vous, avec, je ne sais pas comment, hein, faire une sorte de, peut-être une fois même, de brainstorming de tous ces gens intéressés vraiment de façon profonde par la prévention du burn-out parental, parfois de façon régionale, parce que, ou pas, mais enfin, à voir comment tous ces gens-là pourraient être mis un peu par vous ensemble pour créer vraiment quelque chose de conséquent. C'est un petit peu l'expérience que j'ai en Suisse. Et moi, je fais encore partie en ligne pour ce programme de soutien à la parentalité qui, alors, en plus, est soutenu par l'État de Vaud, là où j'habitais. Donc, ça, c'est encore une autre histoire parce que c'est soutenu financièrement. Mais j'imagine qu'avec la qualité de ce burnoutparental.com, ça doit être quelque chose qui est défendable. Et on parlait des politiques avant, et je me dis, mais là, il y a un levier et il y a quelque chose à faire. Et voilà, enfin, c'est ma question. Est-ce qu'il y a un moyen de créer un super programme de prévention ensemble, avec tous ces gens, et vraiment, vous avez un bassin de professionnels incroyable de cette région. Et voilà, je me demandais s'il y avait quelque chose à créer. Donc, notre expérience de mettre des professionnels ensemble, alors là, ce n'était pas pour la prévention, mais pour le traitement, où on avait à un moment donné mis 23 psychologues ensemble pour voilà, tester différentes modalités, etc. Ce qui est, c'est que c'est super, mais c'est lourd pour nous en termes d'organisation. Et alors aussi, ben voilà, les personnes disent mais pourquoi elle et pourquoi pas moi? Alors à l'époque c'était facile parce qu'au fond ben voilà, c'était les personnes qui étaient géographiquement placées là où on allait pouvoir tester ces programmes. Mais donc c'est pas si simple et travailler à trop c'est impossible, c'est plus efficace. Donc à un moment donné, comment dire, enfin de mon expérience, et peut-être que d'autres ont d'autres expériences, mais nous, en tout cas, on n'arrive pas à manager des groupes qui sont énormes pour faire quelque chose d'efficace. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a des méthodes qui permettent justement de fédérer beaucoup plus de gens. Et donc peut-être qu'il y a des personnes dans le réseau qui sont ces bonnes personnes pour fédérer, pour pouvoir organiser le travail, pour pouvoir créer quelque chose, etc. Je dois vous dire aussi en toute honnêteté, vraiment en toute honnêteté, que Isabelle et moi, on a donc consacré une énergie énorme à ces 6 dernières années à toutes ces questions du burn-out parental. On a beaucoup porté. On est super contente d'avoir voilà, maintenant ce réseau. Mais on doit aussi commencer à faire attention à notre propre santé parce qu'on est toutes les deux, on a toutes les deux la qualité, mais aussi le gros défaut d'être hyperactive. Et voilà. Et là, on sent qu'il faut qu'on s'auto-freine et qu'on profite justement du fait que maintenant, il y a de l'expertise, il y a de la volonté, il y a de l'enthousiasme, il y a plein justement de toutes ces belles qualités un peu partout. Et donc, nous ne serions, à mon avis, enfin, je peux sans crainte parler pour Isabelle parce qu'elle m'a dit ressentir aussi ce besoin de s'érier davantage et de sélectionner pour éviter d'être complètement surchargé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voilà, participer comme 2 personnes ressources. Mais nous ne pourrions pas, vous voyez ce que je veux dire, prendre le lead là-dedans. Et nous n'avons pas la compétence non plus. Je dois être honnête pour le faire. Ça me fait penser à, du coup, je demande, sans mettre de pression, j'avais participé à la convention l'année dernière, la seconde convention. Est-ce que vous allez en refaire ou pas encore, sans pression? On ne sait pas. C'était super pour fédérer, c'était vraiment sympa. On ne sait pas du tout parce qu'il y a tellement d'incertitudes. Donc, il y avait les Portugais, l'équipe qui est très active au Portugal, de Anne-Marie Fontaine, de Maria Filomena Gaspar, enfin, toute cette équipe et tous les gens qui les entourent là, qui avaient dit qu'ils aimeraient faire la prochaine conférence sur site. Il y avait aussi l'équipe polonaise avec Dorota Dzikiel, avec Konrad Pietrowski, etc., qui sont aussi très actifs, qui avaient aussi manifesté le souhait de faire quelque chose sur site en Pologne. Donc, dans les Moira, il y a pas mal de personnes en fait qui ne savent pas ce que c'est que la convention.
C'est la conférence internationale. Oui, pardon. C'est la conférence internationale. Donc, c'est conférence internationale sur le burn-out parental, donc, qui rassemble principalement des chercheurs, mais aussi des cliniciens, où je pense qu'il y a même aussi déjà eu des politiques. Donc, qui vient un peu mettre tout le monde à jour sur les nouvelles connaissances, ce qui est sorti, que ce soit en recherche ou en clinique. Mais donc voilà, ici, la conférence en ligne, il y avait beaucoup de gens qui avaient dit que c'est super intéressant, mais qu'est-ce que ça serait bien de pouvoir se retrouver sur site. Donc, même si le Portugal et la Pologne sont motivés, le fait est qu'on ne sait pas très bien comment faire et aussi comment concilier tout ça avec les exigences environnementales qui requièrent de diminuer drastiquement les trajets en avion. Donc là, c'est un peu un casse-tête. Donc, s'il y en a qui ont des idées créatives pour permettre à des gens de se rencontrer sans nuire à la planète, parce qu'il faut quand même toujours cette balance, eh bien, elles sont les bienvenues, réellement. Ok. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Donc, je mettrai bien ma main à le faire s'il y avait besoin de volontaires. Et pour vous aider, est-ce qu'on peut conclure juste sur le programme d'affiliation? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne sais pas si tout le monde connaît, mais peut-être que ça pourrait être notre dernière petite info du soir, pour moi, du matin pour vous, sur les programmes d'affiliation. Des programmes d'affiliation professionnels ou par rapport à Parents sur le fil? Les deux, du coup, mais plutôt professionnels, oui, pour continuer à élargir le réseau. Oui, donc, effectivement, oui, donc l'affiliation, le principe de l'affiliation est le même, mais c'est vrai qu'il existe des programmes par rapport aux formations pour les professionnels et des programmes pour le burn-out le programme Parents sur le fil. Donc, ces affiliations, ces programmes d'affiliation donc, qui permettent à un professionnel de toucher une commission si quelqu'un achète le programme sur sa recommandation, sont nés du fait que beaucoup de gens nous disaient « Ah, ben moi, j'ai découvert votre formation via ma collègue ou via mon ami, via ceci, cela. » Et on se dit, et alors il y avait des gens, plusieurs personnes qui disaient « Moi, j'ai entendu parler de votre formation par… » Et puis c'était toujours le même nom qui revenait. Et on s'est dit « Mais c'est pas juste, parce qu'en fait, grâce à cette personne, ben voilà, on vend des formations et elle ne touche rien. » Et c'est comme ça qu'est née cette idée d'affiliation qui au départ, ben, voilà, était tout petit. Mais donc, ça permet, je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais donc, vous recevez, en fait, si vous êtes affilié, vous recevez un lien qui vous est propre. Et si quelqu'un s'inscrit via ce lien, eh bien, automatiquement, le programme détecte que cette personne est venue via vous et alors vous touchez, je ne sais plus, en fonction, je crois que pour Parents sur le fil, je pense que c'est 25%. Pour la formation des professionnels, je ne sais même plus c'est combien, mais Hélène, tu dois le savoir. Ça varie, je crois que pour les professionnels francophones, c'est 25%. Pour les professionnels anglophones, parce que il y a moins de professionnels anglo-saxons formés, donc on veut plus stimuler qu'il y en ait plus qui soient formés. Donc là, je pense que la commission est de 40%. Là, je pense que je ne me trompe pas. Oui, c'est 40 sur les anglophones, mais je ne sais plus sur les autres. C'est 25 sur les francophones. Oui, non, j'en suis sûre. Oui. Et pour PSF, donc Parents sur le fil, c'est aussi 25%. Et donc, si ça vous intéresse de devenir affilié, parce que vous vous dites « Ah, mais oui, mais moi, je peux renseigner la formation ou le programme, et donc, ou je le fais déjà, et donc il n'y a pas de raison que je n'en sois pas récompensée », vous pouvez nous contacter et on vous donnera, ou je peux même le mettre dans le chat. Je peux en fait mettre les choses dans… Attendez. Où est ce chat en fait? D'habitude, j'ai accès au chat, mais là, je ne le vois pas. Ça sera en bas. Ah oui, voilà, parfait. Si vous voulez, je vais mettre les liens maintenant. Alors, tac, alors, voilà. Donc, voilà. J'écris pour que ça soit clair. Voilà, tac. Donc ça, c'est pour la formation des professionnels et pour Parents sur le fil. Souhaitez-vous… oui.
Et l'autre lien, c'est celui-là. Hop. Voilà. Je pense que là, vous avez tout. Parfait. Ben oui, merci beaucoup. C'est vrai que c'est super pour continuer le réseau et puis pour aider les parents, effectivement, qui sont sur la prévention au lieu du traitement. C'est super. Merci beaucoup pour cette heure et quart volontaire, hein, parce que oui, c'est encore du temps volontaire, donc c'est vraiment agréable de vous avoir ici. Ouais, je suis toujours très touchée. Encore plus que c'est assez souvent, donc c'est bien, c'est super sympa. Moira n'est pas sur Facebook, malheureusement, mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je pourrais lui envoyer si vous voulez les marquer sur Facebook ou vous aider à la contacter. Donc, n'hésitez pas à marquer quoi que ce soit sur Facebook. Puis un grand merci à vous tous d'être venus et puis de participer au groupe Facebook ou même pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, sur les emails. Donc, merci beaucoup à vous tous, vraiment. Oui, merci à vous, à vous tous pour votre temps, à Hélène pour l'invitation. Pour moi, c'est super gai de pouvoir rencontrer les professionnels comme ça et échanger de vive voix. Donc, merci infiniment. Merci, super bonne journée à vous tous. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.